Merci à tous d'être là pour cette présentation où on va parler de TypeScript. Je vais me présenter rapidement, je m'appelle Grégory, je travaille chez Swile. C'est une entreprise qui propose de regrouper tous les avantages des salariés en une seule carte et une application. On fait du ticket restaurant, on fait du chèque cadeau, de la mobilité, des frais professionnels. Je suis aussi cofondateur de Ren'JS et dans le monde d'avant, vous avez pas mal de talks, mais maintenant c'est un peu plus compliqué. Donc si jamais vous avez envie de parler de JavaScript ou de TypeScript, n'hésitez pas à me pinguer ou à venir me parler. J'aime beaucoup TypeScript et je vais essayer de vous en parler le mieux possible. TypeScript, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qu'on pourrait appeler une sorte de projet umbrella. Ça fait beaucoup de choses. C'est un superset de TypeScript. C'est un type system, un transpiler, un type checker et aussi un linter. On va se concentrer durant cette presse sur la partie plutôt type system et type checker. Le premier sujet dont on va parler, c'est les recursive conditional types. Rapidement, avant de démarrer, qui fait du TypeScript ? Quasiment tout le monde. Ok, cool. Alors, avant de parler des recursive conditional types, on va parler des generic types. Les generic types, ça peut être résumé en disant que c'est des types paramétriques. Et ça va aider à construire des types ou des structures de données réutilisables. Probablement que vous en utilisez au quotidien, notamment array, map, promise. Et ici, à droite, vous avez l'exemple d'une fonction générique. Vu qu'il y a beaucoup de gens qui font du TypeScript, je ne vais pas trop me détailler là-dessus, mais ça permet globalement de faire un traitement sans avoir à décrire les types concrets. Je vais vous proposer un modèle mental, qu'une syntaxe qui n'est pas vraiment celle de TypeScript, mais qui va nous aider à comprendre c'est quoi les recursive conditional types. Globalement, on peut tous convenir qu'un générique, c'est une sorte de type factory. Et qu'est-ce qu'une factory ? C'est une fonction. Donc on pourrait se dire que notre type générique array, en fait, c'est comme si c'était une type function array qui prenait un type en paramètre et qui nous retournait un tableau de ce type-là. Les recursive conditional types, ça a été introduit en TypeScript 4.1. On est actuellement en 4.7, donc ça fait un petit peu plus d'un an, et ça permet globalement de créer des types complexes, et on va pouvoir poser des conditions sur les types paramétrés. Ça utilise massivement le mot-clé extends et infer. Et le type de droite, qu'est-ce que ça fait ? C'est imaginez que vous ayez un tableau d'une profondeur qu'on ne connaît pas, et vous souhaitez récupérer tous les types possibles des éléments de ce tableau. Si votre tableau il est qu'à une dimension, c'est assez simple, vous faites tableau, crochet, number, vous récupérez tout. Mais si vous souhaitez le parcourir avec une profondeur que vous ne connaissez pas, là, les types récursifs conditionnels vont être utiles. Là, vous voyez l'exemple de comment ça a été écrit, mais je vous propose de revenir au modèle mental qu'on s'était dit. Imaginez que les types génériques, c'est une sorte de type function. Comment est-ce qu'on coderait ? Donc, on aurait notre type, la unboxArray, qui prend une liste. Si notre liste, notre type, c'est un sous-type d'un tableau, d'un array-like, alors on va venir extraire le type à l'intérieur de notre tableau, donc en faisant crochet number. Ça va nous renvoyer tous les types qui correspondent aux index numériques de cette structure. Si ce type lui-même est encore un tableau, alors on va faire un appel récursif en réappelant unboxArray de l'élément qu'on a extrait. Sinon, on return item. Et dans le cas où la liste n'est pas du tout un tableau, on return never. La partie de gauche, ça vous permet d'avoir un modèle mental de bien comprendre comment ça fonctionne. Et à droite, vous avez comment c'est implémenté avec la syntaxe des types de TypeScript. Donc c'est un petit peu plus aride. C'est basé sur des expressions ternaires. Pourquoi ? Parce que les expressions ternaires étaient déjà dans le langage de TypeScript au niveau du type system et qu'ils n'ont pas voulu alourdir la syntaxe pour proposer quelque chose de droite. Mais en termes de modèle mental, c'est assez pratique pour comprendre ce que ça fait. On va essayer de voir un cas un petit peu plus concret. Comment on pourrait décrire une grille de Sudoku d'un point de vue de notre type system, c'est-à-dire avoir le type qui décrit le plus fidèlement possible ce qu'est une grille de Sudoku. Une grille de Sudoku, c'est un tableau, c'est une grille de 9 par 9, et les cellules doivent avoir un type consistant. On aimerait bien que ce soit partout le même type. Comment on peut faire ça ? La première approche, c'est de se dire, en fait, c'est un tableau de cellules. Ça, c'est la première approche, ça a l'air de marcher si on le fait naïvement. Le problème de ça, c'est que globalement, un tableau de cellules, on peut le représenter en disant, voilà, j'ai un tableau qui a une seule dimension avec une cellule dedans, et globalement, on a réussi à construire une valeur qui n'est pas du tout représentative du type qu'on voudrait. Ça, globalement, ça ne marche pas. À l'autre extrémité du spectre, on peut avoir une approche qui est extrêmement bourrine. On dit, en fait, notre type, c'est assez simple. C'est 9 colonnes, 9 lignes. Et en fait, je vais faire un type générique qui va prendre en paramètre le type de ma cellule et je vais juste répéter ça sur 9 colonnes et 9 lignes.
Ça, globalement, à maintenir et à comprendre, c'est pas vraiment adapté. Alors, on va reprendre notre modèle mental. Comment est-ce qu'on pourrait construire un type là-dessus? On va partir du bas, enfin on va plutôt partir du haut. Ce qu'on veut, c'est pouvoir construire un tableau avec un certain nombre de colonnes qui est dynamique. Pour ça, on va appeler ça un tuple. Notre tuple, qu'est-ce qu'il a? Il a besoin donc d'un type qui sera le type de chacun des éléments de notre tableau. Il a besoin d'une taille. Ici, on va l'appeler count. Count, on va dire que ça doit être un type qui est forcément number, donc une valeur qui match le type number. Et on va avoir une sorte de current qui va être notre itérateur dans lequel on va venir construire dynamiquement notre tableau. Et via un peu le système qu'on a vu avec notre modèle mental précédent, si le tableau qu'on est en train d'accumuler, si la longueur elle correspond au compte, on s'arrête et on retourne le tableau qu'on a construit dynamiquement. Sinon, on fait un appel récursif en rappelant notre fonction avec item, toujours le compteur, et cette fois-ci un type qu'on a construit dynamiquement qui va être l'item spreadé de tous les types précédents. Ça, c'est pour un tuple, donc on va être capable de construire une ligne, et une matrice, c'est juste un tableau à 2 dimensions, donc on va dire que c'est un tuple, deux tuples en passant donc du coup l'item et la size. Et un sudoku, c'est un cas particulier d'une matrice, d'une matrice 9 colonnes, 9 lignes. Comment est-ce qu'on peut le représenter, cette fois-ci, non pas en utilisant le modèle mental qu'on a écrit, mais vraiment en syntaxe de TypeScript, de cette manière-là. Ça va vous permettre de décrire un type dynamique, dans le sens où vous avez mis l'index à 9, mais vous pouvez potentiellement passer à 3, le passer à le nombre que vous voulez, et vous allez avoir du coup les valeurs que vous voulez. Dans les slides, je mets les valeurs ici, mais on ne va pas tous les parcourir au niveau, mais vous avez les playgrounds associés. On va passer à un autre exemple, les templates literal types. On va revenir à comment on pouvait manipuler des strings avant TypeScript 4.1. Vous connaissez probablement les types alias et les literal union. On va se poser la question, comment est-ce qu'on voudrait représenter fidèlement un type qui matche une dimension web? Une dimension web, on peut dire, tiens, c'est une string, mais globalement, on n'a pas trop avant TypeScript 4.1, on ne peut pas trop fidèlement exprimer ce que c'est. On va dire que c'est une string. Le problème, c'est que dans le côté navigateur, toutes les strings ne représentent pas une valeur valide pour être une dimension web. À droite, on a notre type. Donc vous voyez ici, j'ai mis align qui va bien être left, center or right, ça marche. Par contre, padding top, right, left et bottom, n'importe quelle string va matcher. Le problème de ça, c'est qu'on va pouvoir mettre des valeurs qui sont pas bonnes, ici large ou 4pxx. Ce qu'on veut, c'est quelque chose de plus strict, qui nous prévienne des typos et qui nous prévienne des valeurs impossibles. Comment on va pouvoir faire ça? Grâce aux templates literal types. Les templates literal types, ça a été introduit en TypeScript 4.1. Sympa le petit escargot, il a l'air de s'éclater. Ça, c'est un escargot qui fait du TypeScript, en fait. Donc, pourquoi ça s'appelle les templates literal types? Parce que c'est basé sur la syntaxe des strings literal types, qui a été introduite en ES6. Et ça a pour but de vraiment booster l'expressivité de tous les types dérivés de strings. Et là où c'est fort, c'est que ça peut être combiné avec les recursive conditional types. C'est pour ça que les deux features ont été released en même temps dans la 4.1. Voilà à quoi ça ressemble. On va reprendre le cas d'une dimension web. Une dimension web, qu'est-ce que c'est? On a un certain nombre d'unités, PX, EM, REM%. Et une dimension web, c'est quoi? C'est une string qui a une valeur numérique suffixée par une dimension. Et donc en fait, les templates literal types ils vont nous permettre de réduire la cardinalité du type string en imposant des contraintes sur le format. Et on va pouvoir du coup ici nous dire qu'on a une dimension web, c'est number suivi d'une des 4 unités. Et via la distributivité des types TypeScript, le type web dimension, c'est une union de number px, number em, number rem, number %. Et on peut aller un peu plus loin. Une box dimension, c'est quoi? C'est soit une dimension, soit 2 dimensions séparées par un espace, 3 dimensions séparées par 2 espaces, 4 dimensions séparées par 3 espaces. Et donc là, quand on regarde dans le playground, hop, vous voyez ici, je vais zoomer un petit peu, on a un problème ici, on a bien en feedback depuis TypeScript, large n'est pas assignable ici, donc on va mettre par exemple de EM, ça fonctionne, et padding top ne marche pas. Donc là, je corrige, et rapidement, en fait, si j'avais mis ici, en termes d'erreur, l'erreur est quand même relativement explicite. 4pxx n'est pas assignable à number px, number em, number rem. Donc ça permet globalement de faire porter par votre type system des contraintes qui, si vous les faisiez porter par des fonctions de validation, seraient plus lourdes à implémenter. Hop.
Un autre cas intéressant pour les templates literal types, ça va être le parsing du routing. Ça, c'est une fonction, il n'y a pas de framework qui fonctionne comme ça, mais c'est globalement un peu comme ça qu'on enregistre on va dire un handler de route. Vous avez une fonction routeur, cette fonction prend en paramètre un pass, ici API version /user.userid. Et params, dans la plupart des frameworks qui n'implémentent pas les templates literal types, votre param, ça va être un record string. Et potentiellement, vous allez pouvoir faire des typos, ne pas être sûr de ce que vous souhaitez récupérer de ce côté-là. Comment on peut implémenter ça? Normalement, on fait le change en live coding, c'est un petit peu court, donc on va aller directement à la solution. Voilà comment ça fonctionne. Donc on va le détailler ensemble et après on regardera le playground. Donc on a toujours notre type générique qui prend en paramètre pass, qui extend string, donc c'est-à-dire qu'on applique une contrainte à notre type générique, on ne peut pas lui passer un number, on ne peut pas lui passer un tableau, il faut lui passer une string. Et on va faire un test, une condition sur notre type. Est-ce que notre type, il l'extends, donc il match une string qui correspond au pattern suivant? Une string, 2 points, une seconde string, / une troisième. Ça va nous permettre de matcher le pattern début, 2 points, un paramètre, / une suite. Si ça fonctionne, le mot-clé infer va nous permettre de récupérer, d'extraire depuis le type pass un sous-type start, un sous-type param et un sous-type rest. Donc là, on a bien réussi donc, à extraire le type param, c'est-à-dire qu'on a dans notre type string, on a bien une valeur qui correspond à ça. Et on va venir construire dynamiquement un type, donc ici en mettant param in key, param in param avec un P majuscule, là, on aura une clé qui correspondra à la valeur ici param. Et ce qu'on veut, c'est que ce soit récursif. Donc on va mettre un pipe et on va faire un appel récursif au type root params en passant cette fois-ci le type qu'on a extrait de notre chaîne de caractères rest. Donc on retourne dans root params et après dans le cas où ça ne matche pas start 2 points, en gros quand ça ne se termine pas par un slash, on va se retrouver dans un cas plus simple, le cas où on a juste un début, 2 points, quelque chose. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va faire un second test ici qui va nous permettre d'extraire avec le mot-clé infer le nom du param. Et on va venir construire dans ce cas-là une feuille qui va être notre record avec juste la clé param et le type string. Dans le cas où ça ne matche pas, on renvoie juste un objet, enfin un type vide. Et via la récursion et la propriété keyof, il va être capable de construire dynamiquement un objet qui représente toutes ces données-là. Une petite démo vaut mieux qu'un long discours. Ça, pour le faire en une espèce de TDD, on utilise pour ça TSD. L'exercice, c'est on peut faire un expect type. Donc ici, vous voyez, j'ai mon type générique root params et je lui passe en paramètre ici une string. Donc une string peut être un type. La valeur, c'est API API version /users.userid. Ici, on va vérifier que le type de expect one correspond bien à API version. Si par exemple ici je change et que je mets un ID, je vais directement avoir une erreur me disant que API version userid, enfin API version userid avec un I majuscule ne matche pas et qu'en fait j'ai fait une typo ici pour que ça fonctionne, il faut bien que je mette un I. Donc on a été capable de générer dynamiquement une représentation sous forme d'un type, d'une interface, à partir d'une string, et ça peut être assez utile. Dans quel cas ça peut être utile? Globalement, probablement que si vous faites de l'Express et que vous utilisez la type definition d'Express, vous avez déjà cette capability-là. Depuis à peu près un an, il y a ça qui a été émergé dans Express Serve Static Core, qui est donc une dépendance interne d'Express qui est gérée par Express. Et si vous vous déclarez une route en get en mettant /API version userid, ce qu'on a mis dans notre test, vous avez le request params dont le type est automatiquement inféré à partir de la déclaration de votre route. Donc c'est assez utile. Un autre exemple, cette fois-ci un peu plus récent. Est-ce qu'il y a des gens qui font du React dans la salle? Okay. Vous utilisez probablement React Router? Okay. Il y a d'autres React Router a un peu dominé l'écosystème, mais il y a des routeurs alternatifs, notamment Chicane, qui est fait par des développeurs français à Paris. Et donc Chicane est un routeur qui intègre dès le départ
l'utilisation des templates literal types dans l'API. Ça vous permet d'avoir ce qu'on appelle la définition de chicane, c'est un routeur qui est fait pour React et type-safe via TypeScript. Et là, les params, ils vont automatiquement être inférés depuis la déclaration de votre routeur ici. Donc vous déclarez un routeur. Dans la partie gauche ici de votre déclaration, vous nommez votre route. À droite, vous lui donnez son pass. Et dans la partie de droite, ici, vous pouvez mettre des paramètres. Et donc, on va voir ici comment ça fonctionne dans le playground. Vous avez ici params qui est automatiquement inféré à partir de ce qui a été déclaré ici. Si là, je mettais une autre valeur, par exemple, test / le point test ID, ici dans params, j'ai test ID qui est ajouté ici. Donc c'est vraiment dynamique, c'est type safe, ça permet d'éviter les typos, de vraiment avoir quelque chose où le type system est vraiment au service du développeur pour améliorer l'expérience. Et ici, si par exemple je fais une typo, vous avez une erreur, et en plus TypeScript, il est plutôt sympa, il est capable de détecter qu'il y a une collision et de vous proposer directement de faire une correction. Alors, les recursive conditional types et les templates literal types sont limités. La récursion possible, elle n'est pas infinie. Elle est entre 100 000 et 1 million d'éléments. Ici, je vous ai mis un exemple du code qu'il y a dans le code source de TypeScript. Globalement, quand on arrive à une complexité de représentation qui dépasse 100 000 items, il va faire une estimation de la profondeur possible. Et si ça dépasse un certain nombre, il va soulever une erreur. Vous allez me dire, mais pourquoi on ferait ce genre de choses ? En fait, c'est assez facile. Imaginons qu'on voudrait représenter toutes les couleurs hexadécimales possibles. Comment on représente ça ? En fait, les couleurs hexadécimales, c'est les numériques, les alphabétiques. Et donc, on peut créer un type qui est alphanumérique. Et on peut se dire qu'une couleur hexadécimale, elle existe en deux formats. Le format short avec 3 lettres et le format long avec 6 lettres. Enfin, en tout cas, 6 éléments. Donc, c'est en base hexa. On voit que la représentation sur 3 lettres passe, parce qu'on est à peu près à plus de 10 000 éléments possibles. Mais malheureusement, dans l'état actuel de TypeScript, on ne peut pas représenter fidèlement une couleur hexadécimale avec 6 digits. Peut-être que dans les versions suivantes, ils seront capables de modifier ça, mais pour l'instant, le type est trop complexe. TypeScript s'arrête à un certain niveau de complexité. Je vous mets des ressources ici. Il y a beaucoup d'exemples super intéressants, de gens qui sont été très loin, qui ont amélioré le typage de query selector pour faire en sorte que le retour d'un query selector soit capable de vous retourner le bon élément HTML à partir de la query. Des gens à peu près tarés qui ont refait un parseur JSON. Un truc qui s'appelle .notation typesafe qui est intéressant, c'est vous prenez un objet et c'est une fonction, vous lui passez un objet et parmi les chemins possibles, il va les inférer à partir de la structure de l'objet. Et si vous voulez connaître plein d'autres cas marrants, je maintiens un repo Git là-dessus parce que la feature me fait marrer. On va ensuite passer à un dernier cas, le nominal types pattern. On va reprendre un peu comment fonctionne TypeScript. TypeScript, contrairement à d'autres langages, notamment Java, il est basé sur un structural type system. Ça veut dire que les interfaces et les types, la comparaison est faite sur les noms des propriétés et les types des propriétés sous forme de lookup. Pourquoi c'est fait comme ça ? Principalement pour des raisons d'interopérabilité by design, c'est-à-dire que il suffit juste que vous appelez une fonction avec les bonnes clés et que les valeurs correspondent à ces types-là. Vous n'avez pas besoin vraiment d'implémenter une interface pour que ça fonctionne. Et donc du coup, en JavaScript qui a une syntaxe JSON embarquée, c'est assez simple. Donc c'est ça aussi ce qui a permis l'adoption de TypeScript. On n'avait pas besoin de réécrire notre code pour implémenter les interfaces. Le problème avec ça et ce qu'on peut appeler globalement le duck typing, c'est que les types alias, comme on l'a vu, un type string, ça ne garantit pas beaucoup d'isolation. Les enums et les unions sont limités dans leur combinatoire. Et on ne peut pas vraiment ajouter de contraintes sur les types primitifs. Alors là, on a pu le faire sur la couleur parce que globalement, c'était possible. Mais il y a des cas, globalement, où on va le voir par la suite, on ne peut pas décrire via une énumération ou via des templates literal types une valeur. Des fois, on a besoin de s'assurer que le type, même si globalement ça matcherait si on l'appelait par exemple avec une string, on voudrait garantir une contrainte sur du code contraste. Je vous donne un exemple. Ici, imaginons qu'on décrit un type alias UID qui est aliasé sur string.
vous allez avoir une fonction qui va appeler votre ORM, find by UID, en passant en paramètre un UID. Ça va retourner une promise de votre modèle et ça va appeler directement en faisant un find by. Ça vous permet globalement dans votre code de faire un find by en passant un UID, n'importe quelle valeur qui est une string, et ça fonctionne. On pourrait l'implémenter différemment, plutôt avec une approche orientée objet, où on étendrait la classe string, c'est possible maintenant, on peut étendre les types primitifs. Dans le constructeur, on ferait une validation. Si ça ne marche pas, on se trouve une erreur. Ça, c'est quelque chose qui serait possible. C'est un pattern qui est assez peu répandu dans l'écosystème JavaScript et TypeScript. Une des principales raisons, c'est que globalement, quand on fait ça, on casse le type-off, l'objet qu'on va manipuler du point de vue de JavaScript. C'est plus un type primitif, c'est une instance d'un objet qui est hérité. Et premièrement, on va être systématiquement obligé d'utiliser le new, ce qui est un peu gênant. Et en fait, ça casse aussi cette encapsulation-là. Alors, les nominal types, c'est quelque chose qui n'existe pas directement en TypeScript, mais qui existe dans d'autres langages qui sont typés, notamment Flow, même si Flow, globalement, a perdu la bataille face à TypeScript. Vous pouvez aussi trouver cette notion dans appelée les brand ou les branded types. Et on va l'utiliser en TypeScript avec des type helpers qu'on va voir par la suite. Je vais vous donner un exemple rapide de comment ça fonctionne en Flow. Ça, c'est un code qui ne marche pas en TypeScript. Mais en Flow, si vous déclarez une variable qui est censée être un type de classe, et que vous l'instanciez avec une autre classe, même si elles ont exactement la même structure, en TypeScript, ça passe. En Flow, ça ne passe pas. C'est des décisions différentes au niveau du langage. Alors, les template internal types, c'est les types opaques ou les nominal unique types. Ça permet de faire ça. Globalement, vous voulez imaginer que vous allez avoir notre UID, donc quelque chose dont on veut absolument valider la structure. On veut que ça reste une string, mais on veut le valider. On ne veut pas que n'importe qui puisse l'appeler avec n'importe quelle valeur. Du coup, ce que vous allez faire, vous allez déclarer un type opaque qui est comme une string, mais n'importe quelle string ne sera pas valide là-dessus. Et vous allez exposer un type guard, ici donc isValidUID, qui va dire, moi je te garantis que la valeur qui est une string, je vais faire une validation interne, mais le type de retour, donc ici UID isUID en majuscule, va être valide. Et donc si je reprends le cas ici, vous allez déclarer une string. Quand vous allez passer dans le type guard, en sortie du type guard, il va vous dire, OK, tu es passé par une fonction runtime, on a validé ça. Et du point de vue du type system, c'est un UID. Et donc ce type-là représente, du point de vue de notre application, un UID sur lequel un UID valide. Et si vous l'appelez directement sans être passé par un type guard, ça vous met qu'il y a une erreur que n'importe quelle string ne matche pas ça. C'est intéressant pour les UID, pour des types sur lesquels vous voulez avoir un contrôle fort. On peut notamment penser à quand vous faites du chiffrement, ce genre de choses. Je vous mets quelques éléments là-dessus. Donc, la partie intégration des nominal types, c'est une des features les plus demandées quand vous regardez dans la roadmap de TypeScript. Ça a des questions fortes sur le design de TypeScript, mais ça va probablement arriver dans les versions suivantes de manière native. Je vous mets d'autres implémentations pour le faire en userland et des ressources si le sujet vous intéresse. Merci et n'hésitez pas pour les questions. Est-ce que vous avez l'URL pour partager vos slides? Oui, je vais les mettre. Je vais donner ça. Pas de question. Est-ce que c'était clair? J'espère. Merci.